Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait longtemps qu'on n'a rien posté, mais on a été très occupés ces derniers temps. Mais promis, on va essayer de reprendre un bon rythme en vous proposant des formats plus longs, moins réguliers, mais mieux travaillés. Alors aujourd'hui, pour célébrer le mois des fiertés, on s'est penché sur un sujet peu abordé dans les mangas, de l'identité de genre. Mais avant de commencer, on va définir c'est quoi le genre exactement. Pour faire simple, le genre est une construction sociale. Il est construit par des codes, notamment à travers les vêtements et les comportements. Comme vous l'aviez peut-être remarqué, les codes ont évolué au fil du temps et ce qui était par exemple considéré très masculin hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Le genre est donc construit par un environnement social et culturel. Quant au sexe biologique, qui est une notion assez complexe, il répond à des caractéristiques physiques et physiologiques. On parle de chromosomes, de gonades, de taux hormonaux, etc. Ces caractéristiques évoluent tout au long de la vie d'une personne, mais peuvent aussi être modifiées volontairement dans le cas d'une prise d'hormones d'œstrogène ou de testostérone, mais aussi grâce à la chirurgie. Le genre est une notion floue qui peut fluctuer en fonction des individus et de leur parcours de vie. Par exemple, si à la naissance, votre sexe biologique a des attributs dits féminins et que vous vous reconnaissez dans le genre femme, alors vous êtes une personne cis. Mais dans le cas où ayant été assigné femme à la naissance, vous ne vous reconnaissez pas dans le genre femme, mais dans celui d'homme, et que vous transitionnez pour être socialement reconnu homme, dans ce cas, vous êtes une personne trans. Ces transitions s'accompagnent souvent d'une prise d'hormones, parfois même d'opérations, mais cela reste propre à chacun et chacune et n'est pas obligatoire. Cependant, certaines personnes ne se reconnaissent ni dans le genre femme, ni dans le genre homme. On parle alors de personnes non binaires. Leur expression de genre, par exemple, au travers de leur style vestimentaire, peut brouiller les codes binaires pour interpréter leur propre identité. Le manga, comme d'autres médiums artistiques, n'a pas fait exception aux évolutions de la société. On peut même dire qu'il est un outil progressiste majeur en ce qui concerne l'émancipation des femmes, l'identité de genre et plus globalement les minorités. Et ce, contrairement à tous les clichés qui lui sont associés. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Avant d'aborder la question de l'identité de genre dans toute sa globalité, il est nécessaire de revenir sur la manière dont sont traitées les femmes dans les mangas, en particulier les shoujo, et de l'évolution de leur représentation. Les récits sur les femmes appartiennent presque exclusivement au style de manga qu'on appelle aujourd'hui shoujo. Style qui, avant les années 50, était principalement un mode d'emploi à destination des jeunes filles, pour leur apprendre à bien se comporter et répondre aux normes qu'on attendait d'elles. Elles devaient être des ryokai kenbo, bonnes femmes en japonais. En gros, on leur demandait d'être la femme idéale, de s'occuper des enfants, du mari, de la maison, des tâches ménagères. N'oublions pas que les japonaises n'ont plus le droit de vote qu'en 1946 et que la société reste encore très misogyne à leur égard. Pourtant, certaines femmes commencent à dessiner et à proposer des récits différents, et cela reste peu populaire. D'ailleurs, après les années 50, des magazines commencent à se consacrer exclusivement au shoujo, mais peinent à toucher un large public. C'est-à-dire que jusque-là, ce sont principalement les hommes qui dessinent des mangas à destination des filles. Les lectrices subissent donc une vision très masculine vis-à-vis de leur corps et de ce qu'on attend d'elles dans la société, pour faire évidemment plaisir au lectorat masculin, qui est étonné. C'est une dizaine d'années plus tard, avec la consommation en hausse, que les maisons d'édition vont se mettre à recruter des femmes et à faire des shoujo. Mais c'est réellement à partir des années 70 que ce style va connaître un succès grandissant et avec lui l'émergence d'une vague d'autrices. Certaines de ces femmes vont former ce que l'on appellera par la suite le groupe de l'an 24, en référence à la 24e année de l'ère Showa, ce qui correspond en gros à 1949. Le shoujo devient donc subversif. Il permet aux autrices de proposer des histoires engagées qui s'opposent au système patriarcal et éducatif. Les personnages féminins deviennent des héroïnes. Leurs histoires abordent des thèmes comme l'amitié, la psychologie, le travail, le sport, l'homosexualité et plus généralement l'intimité. Par exemple, bien plus tard, dans la série à succès Nana, qui relève de nombreuses questions sur les relations hommes-femmes et sur la sexualité. Toutes ces nouvelles héroïnes ont d'autres centres d'intérêt et surtout, elles deviennent badass.
Leur narratif a plus de profondeur et de complexité. Bien sûr, elles sont toujours très souvent représentées de manière ultra féminine, tout ne tourne pas autour de leur beauté et de leur capacité ménagère. Comme dans Sailor Moon, sorti en 1991, où chaque Sailor a une identité qui lui est propre, un pouvoir magique et des capacités qu'on aurait tendance à attribuer aux hommes. Il y a une pluralité de Sailor comme il y a une pluralité de femmes. Et plutôt que de les mettre en compétition, on note une réelle sororité qui se dégage de leur groupe. Cela permet d'ailleurs aux lectrices d'explorer leur identité en dehors du regard masculin, de faire écho aux vies des adolescentes et des femmes à travers des thématiques variées. Surperformer les stéréotypes féminins pour un personnage de manga peut d'ailleurs être un moyen de dénoncer la pression de la société à l'égard des femmes. Prenons l'exemple de la série Tokyo Tareba Girl de Akiko Higashimura, où nos trois protagonistes trentenaires et célibataires se retrouvent complètement désespérées de ne pas avoir encore trouvé de mari. Tout dans leur vie leur rappelle à quel point elles sont anormales, que leur tourne et que si elles ne veulent pas finir vieilles filles, il va falloir faire des concessions, quitte à renier leur désir d'indépendance. Comme si dans la société, il n'y avait pas d'autre moyen de s'accomplir en tant que femme. Et dans l'histoire, on ressent réellement toute la pression qui pèse sur leurs épaules et qu'au-delà de leur vie privée, ça impacte aussi leur travail. Honnêtement, je vous recommande vraiment cette série. C'est drôle, touchant et à la fois désespérant de constater à quel point elle ne se rend pas compte de son aliénation. Mais le manga est aussi un moyen pour les autrices de dénoncer la violence des hommes envers les femmes. Par exemple, dans Entre nos mains de Batane, l'une des protagonistes qui va vivre une romance lesbienne subit la violence verbale et physique de son mari. Et dans En proie au silence de Akane Torikai, Misuzu, victime de viol, va tenter de se reconstruire comme elle le peut. Plus récemment, on a Promise Cinderella de Reiko Tachibana qui raconte la détresse psychologique et matérielle d'Ayane à la suite de sa rupture avec son mari. Faute de moyens, elle se retrouve à la rue car elle n'a pas de travail et donc par conséquent aucun endroit où loger. Pour s'en sortir, elle deviendra en quelque sorte la marionnette d'un lycéen pourri gâté qui s'ennuie et qui ne sait pas quoi faire de son argent. Et le manga permet également de suivre des récits personnels, autobiographiques, que l'on retrouve en grand nombre sur internet. Ils sont même parfois publiés, comme pour Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata, une femme de 35 ans, encore vierge, lesbienne, et surtout très honteuse de cette situation. Là, on est loin des paillettes et de la représentation de la femme idéale. C'est même l'inverse. Même si, attention, encore une fois, être girly n'empêche pas d'être réfléchie ou intelligente, ni de critiquer le patriarcat. Vive le girly! Là, on en vient forcément à reconnaître que, comme pour toute autre forme d'art, le manga est un moyen pour les femmes de se libérer et d'aspirer à d'autres vies. C'est le cas de l'une des précurseurs en matière de shoujo, Motohajo Set Queen, connue aussi pour de nombreux récits SF, ce qui était rare pour une femme. Elle explique dans le journal Le Monde avoir pu se libérer de la pression parentale et en particulier de l'emprise de sa mère. D'ailleurs, cela se reflète directement dans certaines de ses œuvres, où elle traite de thèmes comme le rejet des parents envers leurs enfants, l'abandon, l'inceste, le parricide ou encore l'avortement. Ces histoires se situent aussi pour la plupart en Europe ou dans l'espace, en tout cas bien loin du Japon dont elle reste assez critique. Vous l'aurez compris, le manga et en particulier le shoujo est devenu un médium émancipateur pour les femmes, aussi bien pour les lectrices que pour les autrices elles-mêmes. Je ne peux pas parler de tout, mais on aurait également pu évoquer les films de Miyazaki, qui mettent en lumière des personnages féminins forts et qui s'accomplissent au fil de l'histoire. Mais on va voir qu'en parallèle émerge aussi une autre représentation du genre et de la performance du genre. Cette fois beaucoup plus floue et qui brouille les stéréotypes associés aux hommes et aux femmes. Mais revenons un petit peu dans le temps. Au Japon, on retrouve dès le XVIIe siècle de la période d'Edo le théâtre kabuki, un théâtre traditionnel uniquement joué par les hommes, même pour les personnages féminins. À l'origine créé par une femme pour sa troupe de danseuses, ces dernières ont rapidement été évincées, puis carrément interdites de pratique du kabuki, pour des raisons morales, car elles étaient trop souvent issues du monde de la prostitution. Ne restait plus que le wakushu kabuki qui existait en parallèle. C'était en gros un kabuki joué par des garçons adolescents très efféminés, mais qui a aussi été interdit par la suite, car ils étaient devenus à leur tour des objets de désir. Quoi qu'il en soit, le travestissement était accepté au théâtre et on valorisait un jeu gracieux et délicat. Mais pour le coup, là, l'idée n'était pas de brouiller le genre. On cherchait juste à performer le sexe opposé, ni plus ni moins. Et pareil, dans certaines fêtes religieuses et populaires, les travestissements étaient acceptés. Mais tout a basculé lors de la restauration de Meiji en 1868.
où il a finalement été interdit par le gouvernement qui souhaitait moderniser et unifier le pays, et ainsi paraître plus civilisé aux yeux des autres pays. Ce dernier considérait les travestissements comme un moyen de remettre en cause l'ordre social et le genre, et c'est ce qu'il souhaitait absolument éviter en imposant des normes très strictes. Et pourtant, les Japonais sont précurseurs quant au sujet LGBT et de l'identité de genre dans les mangas depuis les années 70. Et ce, contrairement aux BD et comics, encore très peu à les évoquer, même s'il y avait parfois quelques sous-entendus sur l'orientation sexuelle des personnages. Cependant, on reste dans des rôles toujours très genrés, et c'est surtout dans les années 90 qu'on retrouvera des personnages ouvertement gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres, etc. Les mangas japonais sont une sorte d'exception qui contraste beaucoup avec la société japonaise de l'époque, et même encore un peu celle d'aujourd'hui, qui est encore très conservatrice. Là-bas, il y a une certaine pudeur à se revendiquer de la communauté LGBT, notamment à cause de ce que l'on appelle le seitenkei, soit en gros la décence publique, mais aussi à cause de la pression familiale importante. Pour en revenir au thème de la vidéo, parler d'identité de genre et de sexualité en fait en réalité, et comme dans toutes les sociétés, un sujet politique et critique vis-à-vis du pays et de l'éducation. Et même si cela n'était pas forcément fait pour revendiquer ouvertement des idées progressistes, ces critiques sont le reflet d'une époque où des questions sociales émergent et cherchent à trouver une place. Ce sont d'abord des autrices qui vont se mettre à appliquer les codes de la féminité sur des personnages masculins. Androgyne, transgenre ou gender fluid explorent des nouvelles facettes de la masculinité, mettant de côté des personnages toujours plus musclés, peu émotifs, dans une quête perpétuelle de pouvoir et de domination. Ils adoptent des attributs que l'on qualifierait plus de féminins et brouillent ainsi les codes du genre. On appelle cela le bishonen, en gros c'est le beau garçon androgyne. Moto Hagio, elle, a été une des figures importantes dans la création de ce terme. D'ailleurs, elle s'inspire d'acteurs ou de chanteurs occidentaux comme par exemple David Bowie, ce dernier étant une icône de la communauté queer. L'autrice s'est même étonnée que ses œuvres finissent par toucher un lectorat masculin. Ces personnages sont souvent eux aussi masculins, lui permettant ainsi plus de facilité dans leur narration, contrairement aux personnages féminins qu'elle trouve malheureusement trop étriqués par la société. Pourtant, ces jeunes héros sont bien éloignés des modèles classiques de virilité. Leur côté androgyne, très efféminé, en font une sorte de troisième genre, brouillant la frontière entre les hommes et les femmes. Ils sont finalement un moyen de ne plus être soumis au patriarcat. Rendons-nous compte à quel point c'est fou pour l'époque. Là, on est dans les années 70, dans un Japon encore plus patriarcal et homophobe qu'aujourd'hui, et ça a un énorme succès. Et pour parler de sexualité, l'hétéronormativité reste cependant encore très présente dans les shoujo. Les questions d'homosexualité, de bisexualité et d'asexualité sont quant à elles davantage traitées dans les shonenai. En gros, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les yaoi. Mais on retrouve aussi aujourd'hui un style qu'on appelle yuri pour qualifier les romances lesbiennes. D'ailleurs, on retrouve deux autrices précurseurs dans le domaine du shonenai. La première, vous l'aurez deviné, j'arrête pas d'en parler, Moto Hagio. Et la deuxième n'est autre que Keiko Takemiya. Toutes deux appartiennent justement au groupe de l'an 24, qui, en plus d'explorer des styles comme la romance, les drames, les récits de SF, d'horreur et de fantastique, parlent aussi d'homosexualité. Encore une fois, c'est fou de traiter librement de ce genre de sujet dans un pays conservateur comme le Japon, où encore actuellement le mariage entre deux personnes du même sexe n'est pas reconnu. Ou même la reconnaissance légale d'un couple gay, donc le fait de s'inscrire sur des registres, n'est pas possible. Enfin si, il n'y en a eu qu'un seul. Ou même que des propos ou actes homophobes ou transphobes ne sont pas répréhensibles car il n'y a aucune loi pour légiférer dessus. Bon, heureusement, les mentalités évoluent et il existe de plus en plus d'associations LGBT. Et on peut dire que la société japonaise est assez tolérante. L'un des quartiers qui concentre le plus de bars gays se situe à Shinjuku Nichome, et les violences physiques restent moins élevées que par exemple chez nous en France. D'ailleurs, un projet de loi visant à promouvoir la compréhension des questions LGBT a aussi été adopté. Cependant, il ne faut pas laisser de côté les discriminations systémiques, institutionnelles, qui marginalisent toujours davantage cette communauté. Les mangas sont donc un moyen de promouvoir une plus grande diversité de genres, d'orientation sexuelle. Ça donne un espace à toutes ces personnes pour s'exprimer, se sentir représentées. Donc peut-être serait-il temps pour le gouvernement de mettre en place des politiques d'inclusion et de diversité. À noter cependant que même si les mangas ont permis une certaine libération de la sexualité, beaucoup d'histoires, notamment dans les yaoi, donc on l'a dit, les romances homosexuelles, reproduisent une plus ou moins forte domination au sein du couple. Et vous l'aurez compris, cette domination est toute droit venue du couple hétérosexuel. Souvent, un des personnages est grand, fort, charismatique, il a donc un rôle dominant vis-à-vis de son partenaire.
qui est plus petit, plus timide, plus efféminé. Leurs relations ne sont donc pas toujours consenties et on retrouve de nombreuses histoires basées sur des sortes de syndrome de Stockholm, voire même d'agression sexuelle. Et à la fin, la victime finit toujours par tomber amoureuse de son bourreau, comme si tout était normal. En ce qui concerne le shonen, les personnages sont souvent très stéréotypés, voire même exagérés. Vous voyez tous à qui je fais référence, et qui parfois a su nous dégoûter totalement d'une œuvre. Le personnage principal est souvent un jeune garçon amené à devenir un héros qui va vivre une transformation physique et mentale époustouflante grâce à sa volonté et à sa persévérance. Les personnages féminins sont souvent secondaires et décrits davantage comme un rôle de soutien ou d'amante pour le héros. Et je ne parle même pas des nombreux isekai où le personnage principal meurt et se réincarne en une magnifique demoiselle bien gâtée par mère nature. Mais si je ne dis pas que ces œuvres sont foncièrement mauvaises et qu'elles ne devraient pas exister, elles renforcent les stéréotypes de genre et on va s'interroger sur si cela est réellement nécessaire pour faire avancer le récit. Spoiler, non. Mais existe-t-il quand même des récits jouant sur la représentation du genre dans les shonen ? Eh bien, absolument. Bien que la question du genre soit principalement représentée dans les shoujo, le shonen s'est vu lui aussi investi par des autrices abordant cette thématique. On retrouve par exemple Rumiko Takahashi avec Ranma 1/2. Même si Ranma s'identifie à un homme et se transforme en femme juste à cause d'un événement fantastique, l'autrice joue avec les stéréotypes du genre. La femme de Ranma, par exemple, pratique les arts martiaux et n'hésite pas à faire preuve de violence. Pas vraiment ce qu'on attend d'une épouse modèle. Osamu Tezuka, lui aussi, s'est essayé à ce style dans Princesse Saphir. A noter que Tezuka était quand même très misogyne et qu'il ne l'a pas caché dans ses mangas, où les personnages féminins ne sont pas toujours dépeints de manière très positive. Mais bon, c'était une autre époque on va dire. Quoi qu'il en soit, dans Princesse Saphir, le personnage principal a un cœur d'homme et de femme. Tout du long, Tezuka joue avec les codes du genre, mais sans réellement s'écarter des stéréotypes. Saphir est plus construit comme un personnage androgyne, et c'est d'ailleurs ce qui plaît au lecteur. Mais malheureusement, comme si la fatalité était inévitable, lorsque Saphir perd son cœur d'homme, elle se marie et met au monde des enfants. On voit donc que les stéréotypes de genre reprennent le dessus. En fait, dans le cas de Ranma 1/2 et Princesse Saphir, on est plutôt dans un choix esthétique. Le chara-design est soit androgyne, soit performe un genre puis l'autre. C'est juste un moyen de faire avancer le récit et de créer des situations humoristiques. Et même si cela reste assez original et dénote des autres shonen, on reste toujours dans des stéréotypes. En ce qui concerne l'esthétique, on peut également évoquer la série JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki, où les personnages sont pour la plupart androgynes. Malgré leur musculature imposante, ils sont très longilignes, vêtus d'un large panel de couleurs. Ils ne performent pas une virilité comme on peut se l'imaginer. Parfois, on retrouve même des personnages pas explicitement transgenres, comme dans la série Jojo Land, la 9e saison en cours actuellement, mais qui laissent quelques sous-entendus. Dans cette série, c'est notamment à travers le personnage de Dragona Joestar, qui se fait des injections pour avoir de la poitrine et qui se genre au féminin. Pour en revenir à l'identité de genre, mais cette fois-ci dans le seinen, on a eu par exemple la série À l'image de Mona Lisa, de Yoshimura Tsumuji. Elle évoque cette question d'une manière plus contemporaine et frontale. Si jusqu'à présent le genre n'était pas toujours le thème principal des récits, ici les humains vivent dans un monde où l'on naît et vit sans sexe biologique jusqu'à la puberté. Période où le genre se détermine et où les hormones font que nous devenions soit un homme, soit une femme. Pourtant, ce n'est pas le cas de Hinase, qui ne fera pas de puberté pour une raison inexpliquée. C'est intéressant de voir comment est abordée l'identité de genre. On voit bien que ça n'est pas déterminé pour tout le monde à la naissance et que cela peut même évoluer en grandissant. Ça pose la question de pourquoi on va se sentir plus homme ou plus femme. Pourquoi parfois les deux ou même aucun des deux. En tout cas, c'est un parcours pas forcément facile pour tout le monde, qui soulève souvent des doutes et des questionnements quant à l'acceptation de son entourage et de la société tout entière. Bon, évidemment, je ne peux pas parler de tous les mangas qui évoquent ce sujet. Et d'ailleurs, il nous reste un dernier point à traiter. Tout d'abord, à titre personnel, je tiens à féliciter l'excellent travail de la maison d'édition Akata qui met en avant divers mangas sur les minorités. Les récits sont sérieux, profonds et parfois même écrits par les personnes concernées, ce qui amène encore plus d'authenticité au récit. Vraiment, je vous recommande d'aller jeter un œil à leur catalogue. Bien que dans certains mangas, la question de la transidentité soit plus abordée pour des questions scénaristiques que militantes, on va quand même retrouver des œuvres traitant ouvertement de ce sujet.
Le premier exemple que l'on pourrait donner serait celui de Stop Hibari-kun, sorti en 1981. Hibari est un personnage né garçon mais qui s'identifie comme une femme, s'habille et se genre au féminin. La question de la transidentité est donc au cœur de l'histoire, et avec évidemment tous les clichés qui l'entourent. Hibari subit du rejet et du dégoût de manière plus ou moins forte de la part de son entourage. Cependant, le personnage n'est à aucun moment ridiculisé par l'auteur, qui respecte les personnes transgenres. Au contraire, il est même pris au sérieux dans sa mise en scène, dans ses attitudes et son comportement. Hibari est forte, elle sait s'imposer, elle assume complètement d'être née femme et elle s'oppose même aux invectives de son père. Mais l'œuvre a été faite uniquement à visée humoristique et elle ne se veut pas militante. C'est d'ailleurs la critique qu'on pourrait lui faire. Hibari est en quelque sorte la fille idéale dont Kosaku, un autre personnage, va tomber amoureux avant de se rendre compte qu'elle n'est pas une femme comme il se l'imaginait. Elle ne correspond pas aux critères physiques qu'il a d'une femme. C'est juste un twist comique. L'hétéronormativité reste donc encore très présente dans le manga, puisque visiblement la transidentité d'Hibari est un frein à une romance avec Kosaku. Après, on est encore dans les années 80, c'est le tout début de la représentation des personnes trans, donc le terme n'est pas ouvertement dit et parfois traité un petit peu maladroitement. D'ailleurs, c'est le cas de certains mangas où la transidentité a souvent été amenée de manière déplacée et à visée uniquement humoristique, parfois aussi érotique. En fait, dans ces cas-là, il faudrait plutôt parler de travestissement et non de transidentité, car la réalité des personnes trans, de leur parcours et de leur place dans la société n'est pas évoquée. Il n'y a aucune remise en question des normes sociales et de genre. Elles sont uniquement là pour apporter de la confusion et finissent parfois par perpétuer des stéréotypes misogynes et donner une fausse image des personnes trans. On a aussi beaucoup d'œuvres qui s'approchent du thème de la transidentité, mais qui en réalité parlent de personnages plutôt genderfluides. Par exemple, à première vue dans la superbe œuvre Princesse Jellyfish de Akiko Higashimura, on pourrait penser que Kuranosuke est une femme trans, alors qu'en réalité, il s'agit d'un homme androgyne qui performe le genre féminin. Cela lui permet simplement de fuir la pression et les attentes de son entourage vis-à-vis de son statut de bourgeois. Il aime aussi tout simplement jouer avec les codes féminins et masculins. Kuranosuke est donc dépeint comme un personnage genderfluide et non transgenre. Et les questions que l'œuvre soulève, notamment sur la performance du genre, restent très intéressantes. Malheureusement, on ne pourra pas s'attarder dessus aujourd'hui, mais je vous invite vivement à lire cette série. En réalité, même s'il existe peu de mangas qui parlent de transidentité, on note des évolutions depuis quelques années. Ces œuvres sont d'ailleurs saluées par les lecteurs et reçoivent parfois des prix. C'est le cas de Boys Run de Riot, sorti en 2020, qui raconte l'histoire de Ryo. Assigné femme à la naissance, il ne se reconnaît pas dans ce genre-là, et refuse de porter l'uniforme féminin de son lycée. Avec son ami Jin Sato, ils vont créer leur propre marque de vêtements et ainsi proposer une mode plus inclusive. C'est une manière pour eux d'exprimer leur identité et de se libérer des diktats de la société. L'auteur de cette œuvre étant lui-même trans, on ressent à quel point l'histoire est fidèle aux réalités que vivent la plupart des personnes concernées, les étapes par lesquelles elles passent et qui sont souvent difficiles. Sans être misérabiliste, l'œuvre montre le quotidien de Ryo qui subit du harcèlement de la part de ses camarades, qui n'arrive pas non plus à s'intégrer et comprend qu'aux yeux des autres, il est étrange. D'ailleurs, au départ, il se trouve lui-même bizarre et préfère rester discret. Il a peur de se faire rejeter par les autres et ressent ce que l'on appelle de la dysphorie de genre. Heureusement, à défaut d'avoir le soutien de sa famille, Ryo liera une amitié très forte avec son ami et associé Jin, qui l'aidera à s'accepter et à s'affirmer dans son identité. On l'a vu tout au long de cet épisode, le manga est un médium en constante évolution. Comme pour toute autre forme d'art, les sujets qu'il explore sont le reflet de luttes sociales et de revendications politiques. Cette réaction à la société japonaise hyper patriarcale, grâce tout d'abord à l'initiative des membres du groupe de l'an 24, a permis aux personnes issues des minorités d'être représentées et de défier des normes de genre extrêmement strictes. Même si cette société reste encore très conservatrice et que par souhait d'homogénéité, les violences institutionnelles restent très fortes envers ces minorités, on note une petite évolution des mœurs au fil des générations. Dans la pop culture par exemple, on retrouve de plus en plus de chanteurs d'apparence androgyne. Et certaines entreprises commencent aussi à mettre en place des politiques d'inclusivité, même si cela reste encore trop faible. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous mettre vos avis en commentaire. Voilà, c'est la première grosse vidéo de ce genre qu'on fait. Donc si ça vous a plu, dites-nous votre avis. Pensez aussi à liker la vidéo. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode. Tu leur as proposé de mettre leur avis?
apprendre de Ouais. la meilleure vie. Partager, t'as dit. Ouais. Ah non, j'ai pas dit partager. Les réseaux sociaux. J'ai dit, je vais le dire. C'est la meuf qui dit tout au dernier moment. Non mais tu fais bien. N'hésitez pas à mettre un like si jamais la vidéo vous a plu, à la partager à vos camarades. Ok.